Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'histoire du monde est faite de moments de rupture, de ces instants où tout bascule, où un nouvel ordre naît. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes à l'aube d'un moment similaire pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, peuple d'Afrique, en exorde à cet exercice aux airs fictionnels, mais dont les contenus est un échafaudage axial de cette pierre angulaire si cruciale pour le très attendu New Deal africain que la 10e édition de Makutano a cru essentiel d'estampiller procès de l'Afrique, plaise au ciel que vous acceptiez de me rejoindre à l'acmé du néolithique. Nous voilà donc aux environs de 3000 ans avant Jésus-Christ. De qui parle-t-on lorsqu'on raconte l'histoire de ces peuples qui, dans la région fertile du cours inférieur du Nil, se sédentarisent en cet âge mature de la pierre polie, en se fractionnant en petites communautés pour lutter distinctivement contre les crues du Nil et les sécheresses. Qui étaient ces peuples qui, en cette ère crépusculaire du néolithique, conçurent des tribus, des villages, des rites et des traditions en coordonnant leurs méthodes d'irrigation, leurs diverses pratiques et techniques culturelles, agro-pastorales, synégétiques et halieutiques? À peine nées, ces tribus signèrent une convention calendaire adossée au cycle du Nil et comprenant 12 mois de 30 jours chacun, répartis entre 3 saisons de 4 mois chacune, formant l'année agricole divisée en 3 périodes majeures, à savoir la quête pour la période des inondations dues à la crue du Nil, les pérettes pour la période des sémailles et les chémous pour la période de la moisson. À ce calendrier des 360 jours, ces tribus ajoutèrent 5 jours supplémentaires appelés jours épagomènes, en hommage à Osiris, Horus, Seth, Isis et Nephthys, tous étant les 5 facettes du Dieu solaire unique de leur cosmogénèse. Tous issus donc de ces dieux créateurs trinitaires du monde appelés Képri à son lever, Ré lorsqu'il atteint son zénith et Atum à son coucher. Ces peuples, au-delà des pyramides et des obélisques, ont inventé toutes les bases de toutes les sciences, de toutes les techniques et de toutes les pratiques modernes d'aujourd'hui. Des écritures hiéroglyphiques et méroïtiques à l'invention de premiers équipements et techniques, en passant par l'invention des sciences mathématiques à Ishango, à l'est de la République démocratique du Congo, 23 000 ans avant Jésus-Christ, ou l'invention des sciences numériques à travers les codes Bamana, premier ancêtre de l'ordinateur dans l'empire Ouagadou, dans l'actuelle Mauritanie, au Xe siècle, et j'en passe. La terre des 10 peuples aurait pu s'appeler Kemet, terre des Noirs, ou plutôt Remetou, si ce n'est Kamit, comme les Noirs de l'Égypte antique se désignaient eux-mêmes, ou Couche, qu'on retrouve dans 30 versets de la Bible pour désigner les Noirs. Et pourquoi pas Méroé ou Kerma ou encore Dapata, Nubie, en hommage aux premiers empires et royaumes de ces premiers ressortissants contadins de la vallée du Nil. L'Afrique aurait pu s'appeler Éthiopie, qui veut dire noir en grec ancien, mentionnée
78 fois dans la Bible, notamment comme terre du premier chrétien après les apôtres et les premiers diacres, selon les Actes des apôtres au chapitre 8, versets 27-39. L'Afrique a failli être appelée Soudan, Guinée ou Niger, mots qui signifient tous noir, respectivement en arabe, en portugais et en latin. Mais également Mauritanie, mot qui tire son origine dans l'épopée des soldats kamites partis de Thèbes vers l'an 303 à la rescousse de l'armée romaine de l'empereur Dioclétien, engagé dans les Alpes, précisément dans la plaine de Gaune, sur le bord du Rhône, non loin du lac Léman, en Suisse. On les appelait Maurus, en latin, pour dire noir. Leur commandant sera canonisé Saint Maurice, un saint noir, en l'an 303. Mais en dépit de tout cela, c'est l'estampille Afrique qui a décroché les cocotiers. Qu'importe. Mais comment les berceaux des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être se retrouvent aujourd'hui en état de santé scientifique, morale et émotionnelle défaillante? Deux grandes dates pour expliquer cette banqueroute cognitive et éthique unique au monde. Et un illustre nom comme levier pour nous régénérer cathartiquement. La première funeste date, c'est le 15 août 1550. Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain, roi de Franche-Comté, des Pays-Bas et de l'Espagne, convoque à Valladolid, dans la chapelle du collège Saint-Grégoire, au nord-est de l'Espagne, une conférence qui aboutit au constat que les Noirs n'étaient pas des êtres humains à part entière. Ces Noirs pouvaient donc être achetés et vendus comme n'importe quel bétail. Et la traite négrière s'aviva, sans état d'âme outre-Méditerranée. Ainsi a été assassinée l'âme kamite, l'âme remetou, l'âme noire. Cette date trouva sa lugubre symphonie dans une série de dates plus viles les unes que les autres. En 1520, une rumeur s'empare de l'Europe. L'existence dans le royaume Congo d'intarissables mines d'argent. Le 19 septembre 1571, le roi Dom Sebastião du Portugal signe la Carta de Donataria, la charte de donation, transformant par cet acte impérialiste le royaume Congo en une simple province du Portugal. Il nomme Paulo Dias de Novaes, petit-fils de l'explorateur Bartholomew Dias, comme gouverneur du royaume Congo. Ces derniers débarquent à Luanda le 20 février 1575 et décrètent le système d'encomiendas, au terme duquel chaque chef coutumier du royaume Congo, rebaptisé Zoba, était placé sous la tutelle d'un portugais dit Amo, qui signifie tuteur. L'Amo était soit un missionnaire catholique, soit un soldat portugais. Et chaque Zoba était soumis à la contrainte d'une obligation et de celle de 3 impôts. L'obligation, c'était le devoir de conversion au catholicisme de toute sa tribu. Et les 3 impôts, c'était le devoir de fournir des esclaves, des nattes, des raffias et des vivres. Le 23 janvier 1660, le roi Vita Akanga monte au trône du royaume Congo sous le nom d'Antoine Ier. Le 13 juin 1665, il demande à tous les Portugais de quitter les territoires Congo. Le 29 octobre 1665, les Portugais massacrent 5000 nés Congo à Ambuila. Le roi Antoine Ier est décapité.
2 de ses enfants et plus de 500 nobles de sa cour sont pendus. Kimpa Vita proclame le roi Vita Akanga Antoine Ier comme Messie du peuple Congo et crée un mouvement de libération spirituelle Congo, le mouvement antonien. Le 2 juillet 1706, dans la vallée de Volulu, près de Banzan Congo, Kimpa Vita est brûlée vive par les Portugais. Les crimes, c'est d'avoir osé présenter le roi Antoine Ier comme Messie, sauveur du peuple Congo. Ainsi est mort le royaume Congo. Comme d'ailleurs la plupart des empires et des royaumes d'Afrique se sont effondrés. La deuxième funeste date, c'est le 26 février 1885 à Berlin. 14 pays européens décidèrent de se partager la terre sacrée des Nimrod et des Nimialukeni, des Kush et des Narmer, des Djabata et des Nimingongo, des Toutankhamon et des Pianki, des Targa et d'Imhotep, d'Antef et d'Amanirenas, des Sundiata Keita et des Kankoumoussa, et j'en passe. Dès lors, la première question de la faisabilité du New Deal africain est: comment bâtir aujourd'hui la grandeur de notre âme, incarnée hier par ses augustes ancêtres? La réponse ad hoc, c'est d'abord l'impératif d'une transfiguration socio-culturelle radicale. Nos ancêtres qui ont subi les expiations abominables de la traite négrière et du colonialisme nous ont laissé en héritage psychique inconscient autant de souvenirs traumatiques intrusifs que des lésions neurocognitives qui se transmettent de génération en génération sous forme de blessures narcissiques provoquant des tempéraments cyclotimiques, des postures automéprisantes et asociales, des allants autodestructeurs et des délires autosaboteurs que certaines élites politiques africaines perpétuent aujourd'hui. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, il n'y aura des New Deal africains que si nous nous infligions au préalable une thérapie transgénérationnelle drastique, avec comme objectif, primo, expurger de notre ADN collectif toutes les séquelles physiologiques et psychiques inhibitives issues de la parenthèse réificatrice et donc neurodégénérative de la traite négrière et de la colonisation. Secundo, reprogrammer notre subconscient collectif en exorcisant la crise des repères et des références mémorielles rompues, en réécrivant de manière volontariste notre histoire généalogique depuis la vallée du Nil. Telle est peut-être la raison pour laquelle, en ces mémorables jours du procès de l'Afrique, j'entends une mystérieuse voix m'intimer l'ordre de vous dire à chacun et à chacune: vous qui êtes aujourd'hui négro-africains altérés, levez-vous. Prenez rendez-vous avec vous-même et réconciliez-vous avec vous-même. Pour cela, définissez vous-même et sublimez-vous comme vous êtes. Faites mieux que ça. Divinisez-vous vous-même. Survalorisez-vous vous-même et surestimez-vous vous-même. Ainsi, de nos cendres afro, nous renaîtrons Remou, Remetu ou Kamit, bénis de nouveau. La mystérieuse voix continue, en me pointant du doigt. Et vous, Bantou,
Reconnectez-vous toutes affaires cessantes avec votre premier ancêtre de Thèbes, aujourd'hui Luxor. Vous, Bantou, c'est par lui et grâce à lui que vous êtes aujourd'hui Bantou. Il est notre antériorité ontologique. Et ce qu'il incarne est encore vivant dans nos veines. Sachez-le, vous, nous, Bantou, c'est dans son image et dans son souvenir que nous puiserons les forces de cette renaissance intellectuelle et éthique qui est le préalable des préalables du New Deal africain. Il s'appelait Muntu. On l'appelait Muntu Hotep. Au cours de la 11e dynastie pharaonique, il était seigneur de Thèbes et protecteur de son peuple contre Apep, le dieu des forces du mal et du chaos. Ramsès II, puissant troisième pharaon de la 19e dynastie, qui régna vers 1314 avant Jésus-Christ, 60 ans après le règne d'Akhenaton, s'est proclamé Amuntu, c'est-à-dire fils de Muntu. À notre tour, à votre tour, aujourd'hui, proclamons-nous aussi Amuntu, comme Ramsès II à l'époque. Et disons-nous à nous tous, et d'abord à nous-mêmes, nous sommes tous les fils de Muntu. Débarrassons-nous donc écrasement des idées, des leçons et des influences coloniales et néocoloniales reçues. Et nous verrons ô combien ce qu'a été Muntu Hotep nous constitue et que son histoire est notre code génétique. Ne dit-on pas qui tourne le dos à son père, père tout repère. Ainsi, en nous laissant guider par lui, nous aurons fait chorus avec tous les ressorts cognitifs que le ciel a donnés à tous les humains ici-bas, lesquels en nous, depuis nos indépendances, sommeillent au fond de nos âmes, dans l'attente des New Deal africains autodéterminés pour rayonner dans le monde comme autrefois. Puisque tout peuple qui oublie qu'il a été grand ne saura plus jamais être grand, prenons donc conscience que nous sommes une part indivisible des Muntu de Thèbes. Faisons son éloge. Donnons son nom et ceux de nos ancêtres pharaoniques à nos avenues, à nos boulevards, à nos autoroutes, à nos places, à nos villes. Élevons partout des statues, des stèles, des monuments votifs à leur hommage. Vivons dans la louange de leur gloire pour qu'à l'aune de la célébration de leur grandeur, nous soyons amenés, comme par ricochet, à vouloir prouver toute la puissance cognitive de l'humanité que nous avons héritée d'eux, en pavant notre vécu quotidien d'aujourd'hui d'actes ainsi que de faits et gestes de la plus haute et distinguée intellectualité. C'est pourquoi enseignants, sages, conteurs, éducateurs, instituteurs et influenceurs, ces lointaines provenances et généalogies afrocentrées, criez-le sur tous les toits. Politiciens, historiens, écrivains et intellectuels, bataillez sans fin pour que cette histoire auto-sublimatoire devienne le centre de gravité de nos histoires de tous les jours. Artistes, artisans, architectes, griots et activistes socioculturels, élevez vos arts, vos œuvres et vos musiques à la gloire de ces passés pharaoniques lointains. Enfants, jeunes et vieux, prenons tous à bras le corps la cause sacrée de l'Antiquité
égyptio-nubienne de notre propre civilisation. Quoi qu'on dise, les convictions les plus solides, les croyances les plus dynamisantes et la foi inconditionnelle en notre force cognitive propre s'aguerrissent à l'aune du réflexe auto-panégériste et à la lumière du culte auto-élogieux de l'estime de nous-mêmes. Telle est là, par-dessus tout, la véritable clé du déclenchement du New Deal africain. À cette fin, nous tous, nous toutes, et en toute hâte, marchons sur les pas des Granville Mona James et de Martin Robinson Delany, nos ancêtres afro-américains si illustres. Marchons sur les pas d'Anténor Firmin d'Haïti, de Cheikh Anta Diop du Sénégal, de Théophile Lobenga du Congo, de Kalala Omotumbe des Antilles, ainsi que de tous les autres illustres penseurs, savants et militants kamites, afin que le corps des sciences humaines soit dorénavant bâti à partir de la civilisation égyptienne-nubienne, et que les nouvelles humanités classiques africaines aient désormais comme langue l'égyptien ancien et les méroïtiques au lieu du latin et du grec, comme cadre juridique les droits égypto-nubiens au lieu du droit romain, comme philosophie les systèmes des cosmogonies héliopolitaines et hermopolitaines au lieu de la philosophie grecque ou romaine, comme lettres, les arts et la littérature égyptio-nubiens, comme sciences sociales, politiques et administratives, l'étude des us et coutumes, des rites et spiritualités, des cultures et traditions, des savoirs et des savoir-faire des peuples et communautés d'Afrique à partir de l'apparition des premières tribus kamites dans la vallée du Nil jusqu'aux derniers empires et royaumes d'avant les invasions esclavagistes par l'océan Indien et par l'océan Atlantique. Et comme identité, les devoirs d'imposer l'appellation peuple Remetou ou peuple kamite, et plus jamais noir ou nègre. Mais enfin, jusqu'à quand cette absurde assignation identitaire fondée sur la couleur, alors que nous, noirs, nous ne sommes nullement de couleur noire, comme les blancs sont loin d'être de couleur blanche, et les asiatiques, pas du tout de couleur jaune. Et pendant qu'on y est, c'est quoi la couleur des Arabes ou des Indiens? En un mot, les tout premiers chapitres du New Deal africain devra consister à réciter le chapelet de l'auto-louange, en nous donnant en nous-mêmes des nouveaux lieux de mémoire, à savoir l'Égypte antique, la Nubie, le Méroé, Napata, Kerma, Ishango, en lieu et place d'Athènes, de Rome, de Lisbonne, de Valladolid, de Berlin, de Paris, de Bruxelles. Il n'est là aucunement question, mesdames et messieurs, d'un simple exercice intellectuel afrocentriste. Il s'agit d'une reprogrammation psychique et mémorielle décisive au travers d'une reconstitution généalogique régénératrice remontant aux fondateurs de notre lignée humaine bantoue, afin que le patrimoine génétique kamite structure dorénavant notre imaginaire et se cristallise au cœur de nos schèmes de pensée et d'action d'aujourd'hui. C'est avec cette philosophie fondamentale à l'esprit que je cite, que j'écris devant ces procès de l'Afrique mon vœu les plus ardents d'un aggiornamento réparateur des fonds en comble de notre humanité africaine. L'exécutabilité de cette réviviscence implique l'absence de toute influence, de toute pression, de toute intimidation, de toute ingérence, directe ou indirecte, de qui que ce soit et pour
quelque motif que ce soit. À nos risques et périls, saisissons la tenue de ces procès de l'Afrique pour fusionner nos âmes avec celles de nos ancêtres les Kamites, nos ancêtres les Remetou, dont le génie qui piaffe d'impatience dans notre ADN puisse rééclore et rayonner dans tous les coins et recoins de l'Afrique en puissance scientifique, technologique, inventive, innovative et éthique renouvelée. Mesdames et messieurs, peuple d'Afrique, le New Deal africain tant attendu ne sera efficient que si, au préalable, nous assumons péremptoirement sa dimension mémorielle. Disons-le mieux, le New Deal africain ne se réalisera que si et seulement si un New Deal mémoriel en est la substance mère. Mais aussi, ce New Deal africain ne se transformera en force rédemptrice que si deux indicateurs de suivi et d'évaluation en sont les principales grandeurs statistiques, à savoir le bien vivre ensemble national brut et le nombre de livres lus par habitant et par an. Labor omnia vincit improbus. Béni soit le procès. L'audience est ouverte. Je vous remercie.